Accueille maintenant notre invité, c'est vous Nadim Houri. Bonjour à vous, vous êtes directeur exécutif du think tank Arab Reform. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Lorsque vous voyez d'abord cette image d'Al Joulani qui est donc arrivé dans la capitale syrienne, qu'est-ce qui peut advenir de la ville dans les prochaines heures, les prochains jours selon vous? Vous savez, on vient de vivre 11 jours où personne n'a vu venir ce qui s'est passé, donc je ne peux pas nécessairement anticiper le futur. Ce qui est clair, c'est que effectivement, Joulani a réussi son pari. Il est parti de Idlib, il a réussi quelque part à unifier les différentes factions. Il a réussi à envoyer les messages à différentes parties. Et aujourd'hui, on le sait déjà, c'est quelqu'un originaire de Damas, même s'il a à la base sa famille est du Golan, mais il avait grandi à Damas. On savait qu'il voulait revenir à Damas comme, entre guillemets, le conquérant. Et là, il est en train de réussir son pari. Que va-t-il faire? C'est la grande énigme, parce qu'on a vu un Joulani, ou comme il a maintenant, en fait, son vrai nom, Ahmad Shah, qui a quelque part muté ces dernières années. C'est toujours un djihadiste, mais qui s'est montré très pragmatique et qui a réussi à tisser des liens, à construire des ponts avec les différentes communautés syriennes et les différents groupes syriens. Alors justement, Nadim Houri, pardon, je vous coupe, mais c'est important de pouvoir y voir un petit peu plus clair. Vous dites qu'il a réussi à unifier les différentes factions autour de lui. Combien de groupes on compte autour du Hayat Tahrir al-Sham aujourd'hui? De combien d'hommes parle-t-on? On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement parce il faut savoir, il y a eu deux phénomènes. Donc, ce qui est clair, il a été le leader de deux factions importantes. Donc, Hayat Tahrir al-Sham, qui elle-même inclut des sous-groupes. Et ça fait des années qu'il est en train de travailler pour les unir sous son leadership. Et il avait créé un partenariat stratégique avec, on va dire, une armée qui était soutenue par la Turquie aussi dans le nord. Après, il y a eu un niveau de coordination avec d'autres groupes armés à travers la Syrie, dans le sud, autour de Damas. Le niveau de coordination avec ces groupes qui étaient plus petits, moins puissants, reste à deviner parce que les choses sont passées tellement vite. Mais ce qui est clair, et le fait qu'il ait pu arriver comme ça à Damas aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de reconnaissance. Il n'est pas le chef unique. Ce n'est pas une hiérarchie militaire. Tous les groupes doivent allégeance à Joulani. Mais c'est aujourd'hui le premier parmi les différents groupes. Je suis sûr qu'il va essayer de se consolider, son pouvoir dans les prochains jours et semaines. Mais après, on a vu aussi chez lui une forme de pragmatisme politique. On l'a vu dans ses suggestions de laisser gouverner peut-être des groupes civils à Alep. On va voir ce qu'il a comme ambition pour Damas. Mais il a des ambitions politiques, clairement, aujourd'hui, Nadim Houri. Il se pose comme une éventuelle alternative au régime qui vient de s'effondrer? Vous savez, il a gardé ses cartes très proches de lui jusqu'à maintenant. Les interviews qu'il a données publiquement, il indique qu'il serait ouvert à potentiellement d'autres leaders. Après, donc honnêtement, je ne sais pas. Il y a un obstacle essentiel, c'est qu'il est toujours aujourd'hui considéré et listé comme un terroriste. Et il essaie de se défaire de cette image, non? On a l'impression qu'il a entamé une mue. Oui. Depuis quelques années, et jusqu'à maintenant, ça n'a pas réussi. Après, j'imagine, vous savez, avec le succès qu'il a eu, j'imagine beaucoup d'émissaires et beaucoup on va dire, des pays qui ne voulaient pas discuter avec lui, à mon avis, vont commencer à prendre le téléphone pour le contacter. Donc, il va falloir voir. Vous savez, pour moi, aujourd'hui, c'est l'instant où il faut reconnaître que c'est un moment pour les Syriens. C'est un conflit où tout le monde a projeté ses priorités, ses désirs, ses rêves. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est les Syriens, quelque part, qui vont écrire cette histoire. Certes, dans un contexte géopolitique où il y a énormément de compétition internationale et régionale, mais il faut reconnaître que c'est eux qui ont posé Bachar à cette fin de compte. Et donc, ça va être à eux, quelque part, de trouver ces équilibres. On va les laisser célébrer aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de Syriens, ils savent qu'il y a beaucoup de travail, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment eu un processus un gain de maturité avec toutes ces difficultés, ces guerres des 14 dernières années, et qu'il y a une vraie volonté de construire une nouvelle Syrie. Auront-ils la chance? Comment ils vont pouvoir surmonter les différents obstacles, les divisions, les désirs des djihadistes, des Kurdes, des minorités?
des libéraux, on va leur donner leur chance. On est peut-être face à, je le disais un peu plus tôt, l'avènement de la révolution entamée en 2011. Anne Corpet tout à l'heure rappelait le début de ce soulèvement avec ce graffiti à Dera, berceau de ce mouvement populaire. Est-ce que finalement, là aujourd'hui, ces groupes rebelles armés djihadistes réussissent là où par le passé cela avait échoué? Oui, mais en fait, je veux dire, c'est pas simplement les groupes djihadistes, parce que si vous regardez par exemple la dynamique à Hamas et la dynamique même qui a mené à la chute de Damas, des groupes spontanés qui s'étaient rebellés dans le passé et qui avaient été matés, contrôlés par le régime, se sont soulevés à nouveau. On l'a vu dans le sud à Daraa, mais on l'a vu aussi dans les banlieues de Damas, à Moadamia, etc. Et on le voit quelque part, ça a été, bien sûr, c'était l'attaque de HTC sur Alep et leur victoire fulgurante à Alep qui a créé ce momentum, notamment quand ils ont pu reprendre aussi la ville de Hama, qui a redonné espoir à tout le monde. Mais on a vraiment vu un soulèvement, on l'a vu dans les régions druzes, on l'a vu même dans les régions côtières qui sont censées être le fief de Bachar el-Assad. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, c'était les djihadistes de HTC ont joué un rôle clé, mais aussi c'est quelque part ce soulèvement populaire qui a réussi. Et j'ai envie de me rappeler d'un autre slogan de révolution syrienne, c'était « Nous avons osé rêver, nous ne regretterons pas d'avoir demandé notre dignité ». C'est ce que beaucoup de Syriens me disent aujourd'hui. Ils sont en train de se dire c'était notre rêve de 2011, on ne pensait pas que le prix sera si élevé, mais quelque part, ils sentent qu'ils sont en train de vivre le rêve. Et il peut y avoir une réconciliation. Joulani avait exclu toute forme de vengeance vis-à-vis de certaines communautés, vis-à-vis de certains peut-être partisans du pouvoir en place jusqu'à sa chute. Est-ce que là encore on peut lui faire confiance? Est-ce que c'est sincère? Écoutez, la réponse honnête, c'est je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, et honnêtement, on a tous été étonnés, c'est que on s'attendait pas. Il y a une image ce matin qui m'a marqué. C'est le Premier ministre syrien actuel qui est en train d'assurer la période de transition, qui est accompagné par des rebelles. Et en fait, en le voyant sortir au début, quand j'ai vu cette image très tôt ce matin, je me suis dit, est-ce qu'ils vont l'exécuter? Et en fait, je me suis rendu compte quelques secondes plus tard, c'est qu'ils étaient en train de l'accompagner à son lieu de travail. Et honnêtement, si vous m'auriez dit il y a 24 heures que je verrais des images comme ça, j'aurais dit c'est impossible. Il sera exécuté immédiatement, même si c'est le Premier ministre. Donc, en tous les cas, les signes sont encourageants. On n'a pas vu les exactions auxquelles on aurait pu, lesquelles on craignait, notamment dans des régions autour de Homs, où il y avait eu des massacres sur des bases sectaires en 2012-2013, que ce soit par le régime contre des sunnites ou par des sunnites contre des alaouites. On n'a pas vu cela se produire. Il y a au contraire une forme d'allégresse, je pense, c'est votre collègue qui le disait tout à l'heure, on sent un vrai bonheur, les Syriens qui arrivent à respirer à nouveau. Est-ce que ça va durer? Tout le monde est conscient du fait qu'il va y avoir beaucoup de difficultés, qu'il y a beaucoup d'acteurs internationaux, régionaux. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent que cet effort syrien échoue aussi. Donc je pense qu'il va falloir prendre les choses le jour au jour, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les Syriens ont exaucé leurs rêves, et ce n'est pas les djihadistes qui l'ont fait pour eux. Ils ont sûrement été un élément très important, mais aujourd'hui, c'est les Syriens qu'il faut reconnaître. C'est une population qui se rébellait, parce que sinon, on n'aurait pas vu les images qu'on a vues ces 11 derniers jours avec des célébrations dans des régions très, très différentes de la Syrie. Nadim Houri, Anne Corpet avec moi en plateau, une question pour vous. Oui, on voit que les forces syriennes soutenues par la Turquie, elles, affrontent les Turcs. Elles ont repris aujourd'hui la ville de Manbij. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement les puissances étrangères essayent de profiter de cette journée de liesse pour elles continuer d'avancer leurs pions? Effectivement, et je pense que c'est peut-être la guerre dans la guerre à laquelle il va falloir suivre de très près. On sait très bien que Erdogan et les Turcs considèrent les Kurdes du nord-est syrien comme un groupe terroriste. Ce n'est pas nouveau. Et ils vont essayer, bien sûr, de les affaiblir, de les pousser à cette situation. Donc, jusqu'à où ça va aller?
Honnêtement, on ne sait pas. On sait que les Russes ont fait une sorte de deal avec les Turcs hier soir. Quels sont les paramètres de ce deal? On ne sait pas. Ce qui est encourageant, donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est encourageant, c'est que des gens de leadership des groupes kurdes avaient indiqué il y a 2 jours qu'il y avait des communications avec Joulani, donc avec HTC, et qu'ils pensaient qu'ils pourraient peut-être trouver une formule qui fonctionne pour les deux. Il va falloir voir, mais je pense effectivement peut-être la première guerre dans la guerre qu'il va falloir observer d'une manière très très proche, c'est ce qui va se passer. Si ça s'arrête à Manbij, Manbij a toujours été, disons, un territoire contesté entre les groupes pro-turcs et les Kurdes. Mais est-ce que ça va aller plus loin dans ce que les Kurdes considèrent un peu leur Rojava, c'est-à-dire leur région où ils sont clairement la majorité démographique? Il va falloir attendre. J'espère que le fait qu'il y ait maintenant une transition politique claire, que la Turquie, bien sûr, est un des acteurs régionaux aujourd'hui qui a le plus d'influence en Syrie, que la Turquie se sente que peut-être elle peut achever ses objectifs sans continuer la guerre contre les Kurdes. Merci beaucoup Nadim Houri, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.